Rares sont ceux qui osent défier Vladimir Poutine. Sergueï Pougatchev est peut-être même le seul au monde. Ancien oligarque russe, il fut l'un des artisans de l'accession au pouvoir du chef du Kremlin. Des années durant, il fut l'un des plus proches de Vladimir Poutine avant de tomber en disgrâce. Spolié, il aurait pu finir en prison comme Khodorkovsky. Il a préféré fuir. Aujourd'hui, il est de nationalité française. Il vit en France et il se sent menacé. Merci d'être avec nous, Sergueï Pougatchev. Merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Dans 64 minutes, Le Monde en français. Alors, Vladimir Poutine a tenu son traditionnel discours aujourd'hui devant les parlementaires russes à Moscou. Le président russe semble occuper une place centrale aujourd'hui dans la géopolitique mondiale. Vous qui avez été, je le disais, très proche de ce dirigeant, comment expliquez-vous le poids qu'il a aujourd'hui dans le monde ? Effectivement, j'ai pu brièvement écouter l'allocution du président devant le Parlement, allocution annuelle. Il fut une époque où j'avais pu participer à la préparation de ce discours devant le Parlement. Mais la première chose que je voudrais dire au sujet de cette allocution, c'est que je n'y ai rien trouvé d'intéressant ou de sensationnel. C'est une harangue banale, presque ennuyeuse et sans grand intérêt, que ce soit pour l'auditoire intérieur, national ou international. C'est ma première impression de cette allocution. Je reviendrai peut-être en détail, si vous le souhaitez, sur certains aspects. En ce qui concerne votre première question, le poids de Vladimir Poutine, le poids extraordinaire qu'il aurait acquis sur la scène géopolitique mondiale, c'est quelque chose que je ne comprends pas, à vrai dire. Je ne suis absolument pas d'accord avec cette thèse parce que je ne vois pas en quoi se manifeste ce prétendu poids. C'est une propagande internationale. On fait mousser des valeurs patriotiques, nationales, à l'international, mais ce n'est pas pour autant que cela représente une véritable influence politique et, a fortiori, une influence internationale. Les Nations Unies, l'Union européenne, les États-Unis sont très critiques sur l'intervention russe à Alep, en Syrie aujourd'hui. Qu'est-ce qui se joue pour lui, selon vous, dans cette partie du monde, le Proche-Orient et en Syrie ? Pour comprendre ce qui se passe, il faut bien se rappeler qu'avant, il y a eu la Géorgie, puis il y a eu la Crimée, puis l'Ukraine, et aujourd'hui, il y a la Syrie. En somme, c'est une politique forcée, une politique de compromis de Poutine qui essaye de naviguer entre les différents clans qui l'entourent, qui ont des intérêts divergents ou du moins différents. Et par ailleurs, il essaye de distraire ainsi la population russe qui subit une grave crise économique en lui proposant ces thèses de nature patriotique et plutôt droite, de politique droite. Donc des raisons de politique intérieure, dites-vous, mais vous parlez d'intérêt. Quel est l'intérêt de la Russie, de Vladimir Poutine, en Syrie ? Absolument. Oui, c'est de la politique intérieure. Absolument. Il faut comprendre que Poutine n'a pas l'intention de défendre Assad. Ce n'est pas une question d'allégeance personnelle, ce n'est pas une question personnelle. Le complexe militaro-industriel, l'armée, le KGB, tous ces vecteurs d'influence agissent sur Poutine qui est otage de son entourage. Il faut donc qu'il soutienne, bon gré mal gré, ces tendances des différents clans, des différents groupes. Et vous avez déclaré au sujet de Vladimir Poutine qu'il n'est en réalité pas le tsar. C'est une illusion, dites-vous. Qu'entendez-vous par là ? C'est indéniablement une illusion. Poutine n'est pas un tsar. Poutine, comme je viens de le dire, est otage de son entourage, ce qui est véritablement tragique. Pourquoi ? Parce qu'en premier lieu, Poutine a détruit les institutions du pouvoir, les institutions de base du pouvoir en Russie, le Parlement, le judiciaire indépendant et ainsi de suite.
Et pour nous qui vivons, pour nous qui vivons en France et pour les Français même, peut-être que nous ne prêtons pas une très grande attention à ce qui se passe en Russie, mais étant donné que j'ai quand même investi en Russie pendant plus de 20 ans, j'ai un certain intérêt à ces choses-là, je les suis de plus près et je constate que Poutine, en l'occurrence, dans les circonstances actuelles, ne poursuit pas une politique concrète, claire, qui aurait été mise en place à son arrivée au pouvoir et qui se serait poursuivie jusqu'à ce jour. Sa politique a fluctué. Il était d'abord tourné vers l'Occident, maintenant il se repose plutôt sur des thèses patriotiques, sur l'union nationale, etc. Mais c'est une protection individuelle. Et je le disais, vous êtes l'homme qui défie aujourd'hui le président de la Russie, Vladimir Poutine. Vous êtes réfugié en France. Vous avez obtenu la nationalité française en 2009, il y a maintenant 7 ans. Vous avez porté plainte devant la Cour d'arbitrage européenne de La Haye, aux Pays-Bas. Vous réclamez 12 milliards d'euros à Vladimir Poutine. Racontez-nous pourquoi vous lui réclamez cette somme colossale aujourd'hui. C'est une question effectivement très importante. C'est un aspect très important à divers égards, pas nécessairement de mon point de vue, strictement personnel. Mes activités d'investissement, je suis un investisseur international, j'ai des investissements aux États-Unis, en Grande-Bretagne et dans de nombreux pays. Et comme tous les investisseurs, j'ai cherché des climats d'investissement favorables, indépendamment de la situation politique. Je veux parler de la Chine, de l'Asie, des pays du tiers-monde où les rendements sur investissement sont importants. Et cela avait commencé après 91. Ces activités se sont développées après 91 et jusqu'en 95, 96, ces activités se sont développées de façon très active. Moi, je n'ai jamais participé à la privatisation ou quoi que ce soit, mais j'ai réussi à bâtir un très grand empire, un complexe des entreprises de construction, une entreprise d'exploitation de gisements de charbon, de cox, et de nombreuses autres choses. Tous ces avoirs ont été spoliés de façon brutale par le pouvoir russe. Je ne dirais pas qu'il s'agit d'une action personnelle de Poutine. Et ma plainte ne vise pas personnellement Vladimir Poutine. C'est une plainte qui oppose la Russie à la France. En effet, aujourd'hui, les investissements français en Russie s'élèvent à quelques 15 milliards au total, ce qui n'est pas énorme. Trois usines Danone ont fermé au cours de ces dernières années. Donc la totalité des investissements s'élève à 15 milliards. Et ma plainte, elle, porte sur 12 milliards, donc près de la moitié des investissements français en Russie. Autrement dit, la situation, d'un point de vue plus global, c'est que la Russie a mis le cap sur l'isolement, sur l'autarcie, et il n'y a presque plus d'investisseurs en Russie, d'investisseurs étrangers. Vous vous dites, Sergueï Pougachev, menacé. Vous avez d'ailleurs aujourd'hui dans les locaux de TV5 Monde des gardes du corps. Vous avez déjà découvert des engins explosifs sous votre voiture à Londres. Est-ce qu'en réclamant cet argent, vous ne craignez pas de vous exposer davantage ? C'est difficile à dire. En effet, il y a eu beaucoup de tentatives d'attentats me visant, notamment après l'expropriation, la spoliation de mes actifs. Vous vous doutez bien que quand il s'agit de milliards, question, pour des raisons de protection des personnes qui ont participé à cette spoliation criminelle, se pose de façon aiguë. Et donc les limites sont floues. Évidemment, tout cela représente un grand danger. Alors, quand on s'intéresse à votre affaire, Sergueï Pougachev, il y a un grand point d'interrogation. Vous étiez surnommé le meilleur ami de Vladimir Poutine. Vous étiez aussi surnommé le banquier du Kremlin. Comment est-ce que vous, l'oligarque à l'époque, vous êtes tombé en disgrâce à ce point aux yeux du président de la Russie ?
Je vais vous dire, effectivement, j'ai fait de la politique au début des années 90. C'était essentiellement l'équipe de Boris Yeltsin. On espérait pouvoir construire une Russie démocratique, inculquer, asseoir des valeurs libérales, développer les affaires et les investissements occidentaux en Russie, développer les technologies de pointe en Russie. Mais avec l'arrivée de Poutine au pouvoir, qui était un camarade vraiment proche, avant qu'il n'accède à la présidence et après, nous étions très proches, nos familles étaient amies, nos enfants se fréquentaient, nos femmes se fréquentaient. Mais avec le temps, Poutine, qui est un homme faible et qui se laisse influencer, petit à petit, il s'est laissé influencer par ses clans autour de lui et évidemment, il n'y a pas de camaraderie qui tienne dans ces cas-là. La Russie vous accuse d'avoir détourné un prêt de banque lorsque vous étiez en Russie. Interpol avait d'ailleurs demandé votre arrestation, c'était il y a plusieurs années de cela, à la justice russe, qui vous a notamment recherché, Interpol, pour escroquerie et détournement de fonds. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que vous êtes encore recherché par Interpol? Oui, c'est un moyen de protection banal. Regardez, la situation est simple. Tous mes actifs sont confisqués. Des usines immenses. J'avais 350 000 employés dans les différents secteurs où j'avais des activités. Donc c'est un paradoxe. Mes actifs s'élevaient à quelques 15 milliards de dollars. Et j'aurais détourné 1 milliard de dollars de mes propres fonds. On peut accuser n'importe qui de n'importe quoi, mais c'est simplement un moyen de défense, malheureusement tout à fait courant actuellement, un moyen de défense de la part de l'État, des fonctionnaires, de Poutine, dans le cadre d'un État corrompu jusqu'à la moelle, dans le cadre d'une corruption totale. Pardon de vous couper, vous parlez de corruption. Vous savez qu'en France notamment, on se pose beaucoup de questions sur ce qu'on appelle les oligarques. Vous en avez été un. Comme beaucoup d'hommes d'affaires, votre ascension s'est faite, vous l'avez dit, après l'Union soviétique sous Boris Yeltsin. Beaucoup de questions donc. Certains disent que vous avez pillé les Russes à l'époque. Quelle est votre réponse à cela? On rappelle qu'on est passé d'une économie socialiste, l'empire communiste, au capitalisme. Oui, bien sûr que je me souviens de ce passage du communisme au capitalisme. J'habitais aux États-Unis. À l'époque, je suis venu en Russie. Et évidemment, je me souviens de la façon dont tout cela s'est fait. Et sur le pillage, justement, des biens des Russes, dont ils n'ont pas forcément profité. Il faut comprendre que, évidemment, il n'y a jamais eu d'oligarque. Il y a un terme qui est devenu courant, qui est utilisé à tort et à travers, que les gens aiment beaucoup, mais à qui chacun donne le sens qu'il veut. En fait, c'était des gens entreprenants, des entrepreneurs qui faisaient des affaires au début des années 90, à l'époque où la majeure partie des Russes qui avaient vécu derrière les rideaux de fer n'y comprenaient pas grand-chose. Les oligarques, strictement parlant, ce sont des gens qui gouvernent un pays. Or, les grands hommes d'affaires, les entrepreneurs, même à l'époque Yeltsin, ne gouvernait absolument pas le pays, donc on ne peut pas parler d'oligarchie. En revanche, aujourd'hui, les amis proches de Poutine, à qui Poutine a donné des richesses, effectivement, sont des oligarques. Eux, aujourd'hui, gouvernent le pays par l'intermédiaire de Poutine. Aujourd'hui, on est effectivement face à une véritable oligarchie, dans le plein sens de ce terme. Sergueï Pougachev, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions dans 64 minutes. Le Monde en français sur TV5 Monde. Merci d'avoir témoigné sur notre plateau. Merci beaucoup.